Voilà, de retour en direct du Palais de la Méditerranée à Nice, ici au Nice Climate Summit. Voilà, pour clôturer ces 2 jours, nous souhaitions bien sûr réunir les acteurs locaux, les maires justement de 2 continents. Ici, le continent africain, avec vous, Robert Begré-Mambé, vous êtes le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Bonjour, vous avez été présent et très attentif durant ces 2 jours. À votre droite, vous avez le gouverneur d'Alexandrie, Mohamed Taher El Chérif. Bonjour, monsieur le gouverneur. Et puis le continent européen, puisque finalement Nice, c'est d'une certaine manière la capitale de la Méditerranée, la capitale du dialogue autour du climat durant ces 2 jours, avec tout d'abord le représentant de la ville de Gênes. Voilà, Matteo Campora, vous êtes maire adjoint au transport, mobilité intégrée, environnement, déchets, animaux et énergie de la commune de Gênes. Gênes, dont on sait, c'est le premier port de l'Italie. Nous accueillons également Gianfranco De Micheli, adjoint à l'environnement, au parc fluvial, aux espaces verts et à la protection civile de la commune de Cuneo. Cuneo, ce qui est dans la région du Piémont. Si vous avez envie de découvrir un beau territoire entouré de belles vallées, il faut aller visiter Cuneo. Et puis, bien entendu, notre hôte, le maire de Nice et président de la métropole. Nous allons démarrer par vous, monsieur le ministre-gouverneur du district d'Abidjan. D'abord, Abidjan, c'est vrai que Nice est un espace de dialogue pour le climat, avec, comme on l'a vu aujourd'hui, des scientifiques, des industriels, des acteurs du monde associatif. Mais Abidjan aussi, c'est un territoire où l'on pense aussi beaucoup global, on agit aussi, puisque ce n'est pas un choix neutre de vous accueillir. Vous avez été l'invité de Christian Estrosi, non seulement bien sûr par la coopération qui existe historique entre Abidjan et Nice, mais Abidjan a accueilli l'année dernière à la fois la COP 15 et puis il y avait eu aussi la COP des villes à laquelle vous aviez participé. Peut-être rappeler qu'Abidjan, c'est 6,5 millions d'habitants. Ça permet aussi de donner un petit peu une échelle aujourd'hui de cette grande métropole. Alors, monsieur le ministre-gouverneur, le thème de cette année ici, c'était ciel, terre et mer. C'est un thème, j'imagine, qui vous parle beaucoup à Abidjan. En juin 2022, nous avons eu à Abidjan, au moment où se tenait la COP des villes, avec plus de 100 pays venus des différentes régions du monde, nous avons eu une pluie exceptionnelle qui habituellement nous donnait environ 50 mm d'eau par jour. Mais là, il s'est trouvé que nous avons atteint près de 269 mm d'eau. Par conséquent, nous étions en hyper-inondation. Et tous les participants à cette conférence ont vu la réalité du phénomène que nous avons vécu. Et heureusement pour nous, au bout de 2 heures, toutes les eaux de ruissellement se sont évaporées ou se sont infiltrées dans les réseaux qui ont été mis en place dans des zones spécifiques. Cela met en évidence que le phénomène du changement climatique est une réalité que nous vivons. Sur la côte abidjanaise, parce que nous sommes sur la côte atlantique, nous recevons des houles toutes les 10 ou 15 secondes. Il se trouve que les houles vont à 1,80 m ou 2 mètres de hauteur. Et nous subissons les érosions côtières d'une manière flagrante, parce que nous perdons environ 50 cm à 1 mètre de côte tous les ans. Et des zones qui étaient destinées au tourisme balnéaire se sont évaporées parce que simplement le changement climatique a fait son effet. Par conséquent, il y a que ces phénomènes sont réels et nous attelons à les combattre. C'est pourquoi la COP 15 qui a eu lieu à Abidjan, dont le président est là, le ministre Dombaï est là, a été l'occasion pour le président de la République d'indiquer les orientations dans la déclaration d'Abidjan, les orientations qui pourraient nous aider à sortir de ce cercle vicieux où la terre, la mer et le ciel sont en conjugaison négative. Par conséquent, les solutions que nous pouvons préconiser proviennent essentiellement de notre capacité à échanger avec tous les autres pays du monde pour expérimenter le meilleur retour d'expérience
et pour utiliser les meilleurs instruments. Pour vous donner un exemple, à Abidjan, nous avions un gros problème de pollution. Et nous étions à la recherche de solutions qui pourraient nous permettre de résoudre ces problèmes. C'est ainsi que Nice, mon ami Estrosi, nous a offert des capteurs qui nous ont permis de mesurer la pollution de l'air durant 24 heures, tous les jours à Abidjan. Premier élément. Deuxième élément, ça nous a permis de mesurer aussi la pollution phonique, le bruit à Abidjan. Et nous avons fait une cartographie aussi bien dans le temps que dans l'espace. Et nous avons reçu, il y a deux mois à peu près, une commission parlementaire qui s'interrogeait sur la nécessité de maintenir la loi qui interdisait l'importation des véhicules de plus de 5 ans à Abidjan. Parce que pour résoudre les problèmes de circulation, on cherchait des solutions. Donc le gouvernement a interdit l'importation des véhicules de plus de 5 ans. Donc les parlementaires se sont saisis du dossier selon lequel certains importateurs se plaignaient de la chute de leurs activités économiques. Donc quand ils sont venus, sur la base des résultats que nous avions obtenus grâce à mon ami Christian Estrosi, j'ai fait un exposé dans lequel on a mis en évidence les avantages que nous procurait la mesure de la pollution de l'air. Et quand ils nous ont entendus, ils ont rangé les placards, ils se sont dit « Nous avons raison d'avoir interdit l'importation des véhicules de plus de 5 ans. Le problème est réel et nous recherchons chaque fois les solutions. » Là, vous nous donnez un exemple, finalement, lorsque la coopération marche, parce que souvent, les concitoyens s'interrogent en disant, mais finalement, qu'est-ce qui ressort de ces COP? À quoi ça sert une coopération entre deux grandes métropoles, entre Abidjan et Nice? Donc là, c'est un exemple qui marche, Christian Estrosi. Je vois que ça illustre un petit peu à quoi ça sert d'être dans un échange. Souvent, il y a des questions, des interrogations de la part des citoyens. Là, c'est un bon exemple. Ce que nous devons dire à nos concitoyens, qui naturellement regardent toujours devant leur porte, et c'est un réflexe humain que nous connaissons dans nos sociétés modernes, et nous avons besoin de les convaincre qu'ils sont citoyens du monde et pas seulement citoyens de leur quartier ou de leur ville. Ils en sont, je le pense, de plus en plus conscients. D'ailleurs, le sondage présenté par Frédéric Dabi et IFOP hier le montrait. Nous avons besoin de partager les efforts. Nous avons besoin de partager les constats. Nous avons besoin de mesurer que, à la fois sur des mouvements de population. Regardez comment aujourd'hui des partis politiques entretiennent un espèce de populisme qui peut s'achever par des crises, des révolutions dans certains pays, où on instrumentalise des faits religieux, où on instrumentalise des faits de dépendance à un autre pays ou à une histoire. La réalité est tout autre, c'est que si on ne garantit pas à chaque citoyen du monde un avenir dans sa dimension sociale, dans sa dimension familiale, dans sa dimension d'épanouissement par le travail, eh bien, naturellement, nous aurons un impact dû au réchauffement climatique qui rejaillira sur tout cela, et arrivera le moment où non seulement nous aurons à faire face à des urgences auxquelles nous ne sommes pas capables de répondre tout de suite par l'anticipation qu'il faut, parce que tout ce que nous ne faisons pas aujourd'hui, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, nous le paierons, mais en plus à des comportements où chaque fois que les choses vont mal, chaque fois qu'il y a une crise, qu'elle soit due au climat, qu'elle soit due à la famine, qu'elle soit due à n'importe quelle cause extérieure, on sait comment ça se termine. Par des soulèvements, par l'arrivée de dictatures. Bon. Donc, voilà pourquoi je crois que là où les États démontrent des fois, regardons l'organisation de l'Union européenne, l'OMC, les Nations Unies, où souvent on essaie de ne pas donner l'impression que l'on provoque un pays ou un autre
en ayant des positions trop arrêtées, mais en restant dans un espèce de politiquement correct. Et finalement, on finit par ne pas prendre de décision. La coopération régionale, les partenariats entre des territoires, entre des villes, entre des régions, peuvent permettre aux États qui veulent des avancées, s'ils font confiance à ces territoires, pour qu'ils discutent entre eux, pour qu'ils proposent des avancées entre eux, peuvent faire beaucoup. Et je me réjouis qu'en juin 2025, je l'ai répété plusieurs fois depuis hier, mais comme il paraît qu'en communication, c'est une leçon qu'on m'a apprise et que vous connaissez bien, les choses qui ne sont pas répétées au moins 23 fois ne sont pas retenues. Nous avons eu sur le One Ocean Summit de New York et de Lisbonne, d'abord les scientifiques, ensuite les États. Et pour la première fois, il y aura un troisième sommet dans ce One Ocean Summit ici à Nice, qui sera le sommet des grandes villes littorales du monde pour que nous tirions les conséquences des accords signés par les États et que quelque part on nous fasse confiance sur la mise en œuvre de ces accords dans nos relations bilatérales ou multilatérales entre collectivités, entre territoires. C'est en tout cas ce que nous illustrons depuis des années avec Abidjan, avec d'autres amis qui sont autour de nous, notamment les Italiens avec lesquels, dans le cadre du traité du Quirinal, nous avons de grands projets pour faire une eurorégion ici avec nos voisins de la Ligurie et nos voisins du Piémont. Mais c'est vrai aussi avec le Québec, c'est vrai aussi avec le Japon, c'est vrai aussi avec le Vietnam, c'est vrai aussi avec nos deux universités jumelles entre Gdansk et Nice. Et je suis heureux qu'ils soient tous réunis à Nice. Et nous avons de grands projets aussi avec le gouverneur d'Alexandrie et ce berceau des civilisations, ce plus grand pays de l'Afrique qu'est l'Égypte, et avec lequel, de l'autre côté de la Méditerranée, nous avons de grandes choses à faire. Justement, Christian Estrosi, vous avez parlé du Japon. Madame le gouverneur ne pouvait pas être avec nous, mais elle nous a réservé une petite vidéo pour les Niçoises et pour les Niçois. I'm Koike Yuriko, Governor of Tokyo. Mayor Estrosi, congratulations on hosting this inaugural Nice Climate Summit. This summit is especially important as cities play a critical role in fighting climate change. Currently, Tokyo is accelerating efforts to achieve a 50% reduction in greenhouse gas emissions by 2030, an initiative we call Carbon Half. Efforts include making it mandatory for newly built homes to install solar panels. We are also working for broader adoption of green hydrogen. Collaboration among cities is crucial. This February, Tokyo hosted an international meeting which the city of Nice also attended. Under the banner of Sushi Tech Tokyo, which combines sustainability and high technology, Tokyo will continue to work with the world's cities and startups to give birth to innovative solutions to challenges. From April to May next year, we will be holding a global event, Sushi Tech Tokyo 2024. I look forward to your participation. Finally, I would like to once more thank the organizers. Now is the time to act. Everyone, let us continue to take action together. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. On peut applaudir Madame le gouverneur de Tokyo. Oui, parce que je précise devant à la fois tout notre public qu'on a été très attentif à la mixité de toutes les tables rondes durant ces 2 jours. Mais là, on a en tout cas des gouverneurs, des ministres, mais il y a encore beaucoup de femmes élues, de femmes maires. Et bien entendu, elles seront nombreuses à l'occasion aussi du sommet des océans, avec les chefs d'État, mais aussi avec les femmes qui sont aux responsabilités dans beaucoup de territoires et de villes. Monsieur le gouverneur d'Alexandrie,
Nous sommes très heureux de vous accueillir. D'abord, Alexandrie, ça nous fait rêver quand on parle d'Alexandrie, de son histoire, de ses siècles d'histoire. Vous êtes un grand port, Alexandrie, et vous avez accueilli l'année dernière, on s'en rappelle, la COP en Égypte, c'était à Tchemalchek. Et souvent, on s'interroge justement sur les résultats d'une COP. Il y a beaucoup de citoyens qui me disent, mais finalement, qu'est-ce qui ressort de ces COP? Est-ce qu'on en prend des décisions? Alors moi, j'ai retenu une chose. Et vous allez me dire justement comment aujourd'hui ce projet se concrétise lorsqu'il y a eu l'annonce en disant qu'il fallait aujourd'hui un fonds, la création d'un fonds de solidarité qu'a soutenu beaucoup le président de la République, un fonds, ce qu'on appelait des pertes et des dégâts, c'est-à-dire en clair que les pays riches viennent contribuer aux impacts climatiques. L'Égypte en fait partie. Peut-être nous apporter justement ce résultat. Je sais que ça a un peu de mal à se mettre en place, mais la France, avec sa diplomatie, pousse beaucoup ce projet. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية سعيد بوجودي معكم في قمة نيس للمناخ. يعني دعني في البداية أيضا أن أتحدث عن مدينة الإسكندرية، هذه المدينة الجميلة التي شهدت العديد من الحضارات. مدينة الإسكندرية نشأت أو أنشئت عام 331 عام قبل الميلاد، وهي مدينة كوزموبوليتان تقبل جميع الحضارات والثقافات والأديان واللغات. محافظة الإسكندرية إحدى محافظات مصر، يبلغ تعداد سكانها 5.5 مليون نسمة، وأيضا يعيش بها 2 مليون نسمة آخرين من المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى شهور الصيف 4 شهور تقريبا يتردد عليها 3 مليون نسمة يوميا، من 2.5 إلى 3 مليون. فهي مدينة قديمة من أقدم سكندريات العالم، ويوجد بها أقدم شارع في التاريخ، شارع النبي دانيال. هذه فكرة بسيطة عن محافظة الإسكندرية. هي العاصمة الاقتصادية لمصر، وبها أهم موانئ مصر إن شاء الله. هذه البداية تجعلني أتحدث عن التغيرات المناخية والتي يشهدها العالم على مدار السنوات الأخيرة، والتي لم يهتم العالم بها أيضا إلا في السنوات الأخيرة. مدينة الإسكندرية وفق العديد من الأبحاث إنها 5 مدينة في العالم معرضة للغرق، رغم أن الانبعاثات الكربونية التي تخرج من مصر بالكامل تبلغ 6%. أكرر 6%، وهي نسبة ضئيلة جدا جدا، ولكن مصر الدولة رقم 20 المضارة على مستوى العالم من التغيرات المناخية. ولذلك اهتمت مصر خلال السنوات الأخيرة بموضوع التغيرات المناخية من عدة اتجاهات. الأولى كيفية التكيف مع التغيرات المناخية، ثم التعاون مع الدول ومقاومة التغيرات المناخية التي تحدث. محافظة الإسكندرية تشهد خلال السنوات الأخيرة ملامح واضحة وقوية للتغيرات المناخية. لاحظنا خلال السنوات الأخيرة كميات أمطار غزيرة جدا، عواصف ورياح قوية جدا، بالإضافة إلى اشتداد موجات درجات الحرارة، وأيضا اشتداد موجات البرودة، تغير مواعيد النوات. هذا كله بالكامل أثر على محافظة الإسكندرية اللي هي تسمى عروس البحر الأبيض المتوسط. ولذلك كان من الهام جدا أن يقام فيه، ومصر تدعو لإقامة كاب 27 في مدينة شرم الشيخ. شهد كاب 27 الحقيقة حضور ممثلين عن 197 دولة، وهو عدد كبير جدا. وكان أهم التوصيات التي أوصت بها مصر في هذا المؤتمر أن يتم إنشاء صندوق
يتجمع فيه كل الماليات من الدول لمساعدة الدول الفقيرة والدول المضارة من التغيرات المناخية. عندما نقول أن مصر يخرج منها انبعاثات كربونية 6%، هناك دول كبرى يخرج منها 20% انبعاثات كربونية، فهذا ضرر بالغ على الدول النامية. لابد من المساهمة والمشاركة لمساعدة الدول النامية. الحقيقة أعجبني كلمة العمدة بالأمس حينما قال لابد أن نتعاون معا لمقاومة التغيرات المناخية ووضع حلول لهذه التغيرات، وأيضا طلب اجتماع الخبراء والمختصين لوضع الحلول لنا. فهناك دول كتير جدا مضارة من هذه التغيرات. Merci. Je vais vous faire réagir, peut-être Christian Estrosi, parce que c'est un sujet très important et qui nous concerne tous. C'est vrai qu'on est bien sur la planète Nice et depuis 2 jours, nous on est très heureux à la tribune, mais on voit bien que face au climat, il y a une part d'injustice dans ce que vient de dire le gouverneur d'Alexandrie. Vous vous êtes rendu, je crois, il y a quelques mois à Alexandrie, parce que à la fois ce qui a été dit par le gouverneur, c'est finalement peu d'émissions qui sont produites à effet de gaz, à effet de serre en Alexandrie, peu finalement de sites industriels, et qu'aujourd'hui finalement Alexandrie est face à des risques climatiques, à des risques de la ville. C'est une des rares villes qui peut être submergée sur le littoral. C'est bien pour ça que vous allez réunir toutes les villes du littoral en 2025. Et là, il y a une part d'injustice, et justement avec ce que disait monsieur le gouverneur, le fait que dans cette COP de Sharm el-Sheikh, il y a une volonté aujourd'hui que les pays riches contribuent à pouvoir financer et pouvoir accompagner et adapter par des infrastructures et des moyens nouveaux pour ces villes-là qui sont aujourd'hui très en fragilité. Je vais faire un tout petit peu de philosophie, vous me direz que ce n'est pas très concret, et puis rentrer dans le concret. Pourquoi faire de la philosophie? Parce que ce qui se joue, c'est est-ce que les héritiers de cette grande civilisation humaine que nous incarnons dans notre diversité des continents, et dont l'Égypte est un des piliers fondateurs, ou les premières écritures, ou l'héritage des pharaons, ou parler de la grande bibliothèque d'Alexandrie, c'est de parler de millénaires qui, pour certains éléments, ont réussi à être sauvés malgré cet incendie il y a des siècles de cela. Des traces de notre histoire et de notre humanité. Et alors qu'on parle de 27, 28 siècles en arrière, pardon, plus, on parle de 8000 ans en arrière, 9000 ans en arrière. Les premières écritures, ce sont les écritures en Mésopotamie, en Égypte, 7500 ans avant Jésus-Christ. On est en 2000 et quelques. Et on se dit que, alors que nous avons de grandes conférences pour défendre cette dimension, que nous avons des auteurs, des scientifiques, des chercheurs qui écrivent en permanence et qui transmettent ce devoir de mémoire, peut-être que dans 70 ans ou 80 ans, tout cela va être balayé. 80 ans où on peut balayer 9000 à 10 000 ans de l'histoire de l'humanité et où l'intelligence de l'homme a commencé à se réveiller et à nous transmettre. Voilà, j'ai fini pour la partie philosophique. Et donc je dis qu'aujourd'hui nous n'avons pas le droit de reculer. Pour entrer dans le concret, prenons la Méditerranée, prenons même la façade atlantique et l'Afrique qui, nous le savons, compte beaucoup pour nous. Et ici,
le gouverneur d'un grand port sur l'Atlantique, le gouverneur d'un des plus grands ports, si c'était le plus grand port de la Méditerranée, celui d'Alexandrie, d'un grand port, celui de Gênes, dont je considère que c'est le grand port de commerce de la ville de Nice. Et que c'est une chance pour nous d'avoir ce grand port, Nice, entre Marseille et Gênes. Nous avons en même temps un grand aéroport international qui est l'aéroport des Génois, qui viennent pour beaucoup se rendre ici. Nous avons des lignes ferroviaires où nous travaillons beaucoup pour que d'ici quelques années, en moins d'1h10, nous puissions relier l'aéroport de Nice au port de Gênes. Nous savons qu'il y a de grandes compagnies de transport maritime. Parlons de CGA, CGM par exemple, dont je rencontrais les responsables au port d'Alexandrie récemment, ou sur une unité de 350 mètres qui demain circulera aux énergies solaires, à l'hydrogène vert, etc., et sans pollution, sont capables de transporter suffisamment de containers et qui représentent à eux seuls 52 km de poids lourds alignés les uns derrière les autres sur une autoroute. C'est-à-dire que nous sommes capables d'organiser les autoroutes de la mer entre le continent africain, le sud de la Méditerranée, le nord de la Méditerranée, pour aller jusque vers l'Asie et jusque vers les Amériques. Et donc le faire avec un impact carbone qui, avec ce que nous savons et que nous avons traduit de manière concrète avec des industriels depuis maintenant 48 heures, pourront dans très très peu de temps, puisque nous avons parlé pour beaucoup de solutions et de concret, apporter des réponses à tout cela. Eh bien, voilà, je dis que tout ça exige en même temps une solidarité. Est-ce qu'on peut se dire que nous avons un outil en partage qui est le port d'Alexandrie, par exemple, et dire que Alexandrie est menacée par la montée des eaux, et une des premières villes au monde menacée par la montée des eaux. Monsieur le gouverneur, vous me disiez, lorsque nous parcourions la baie d'Alexandrie ensemble, que depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, les eaux étaient montées de 49 cm. Je crois avoir bien retenu ce que vous m'aviez dit à cette époque. C'est énorme. Vous vous rendez compte, en moins de 40 ans, 49 cm de montée des eaux. Et donc j'ai pu voir de très près ce que cela représentait. Est-ce que cela n'exige pas que pour notre bien à tous, entre ce que nous avons à défendre de notre héritage de civilisation d'un côté et ce que nous avons à défendre d'avenir, de protection de la planète et de nos intérêts économiques et sociaux communs, nous n'avons pas à faire un effort partagé plutôt que de rester repliés sur nos propres égoïsmes et notre petit précaré, à se dire Alexandrie a un service à rendre à toute la Méditerranée, et pas seulement à elle-même, et pas seulement à l'Égypte. Cette idée de fonds qui était soutenue par le président de la République, vous appuyez parce qu'on voit qu'il a été décidé, on a dit à Chamalchek qu'il faut que la solidarité se concrétise, c'est-à-dire que est-ce que les Européens, est-ce que les pays riches, est-ce que les États-Unis, est-ce que d'après vous, Christian Estrosi, est-ce que les concitoyens niçois sont favorables à contribuer, à pouvoir, en tout cas, aider justement les territoires les plus fragiles? Parce qu'une fois qu'on est dans les discours, c'est le passage à l'acte. Alors, vous me demandez s'ils sont d'accord. Ben, je dirais qu'il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Parce que nous sommes dans une démocratie qui a ses mérites, la liberté de la parole, et où forcément, vous avez ceux qui entretiennent un populisme en disant occupons-nous d'abord de nous avant de nous occuper des autres. Hein, c'est le discours que chacun connaît et connaît bien, en espérant gagner un peu de popularité. Que les médias qui sont parmi nous ne m'en veuillent pas. Je regarde un peu comment on commente notre propre forum qui a dit des choses passionnantes depuis 2 jours.
J'ai vu plus sortir d'images de 17 personnes tout à fait respectables qui brandissaient des banderoles à l'extérieur et qui faisaient des coups de sifflet et du tambourinage, plutôt que de parler du fond de ce qui est sorti ici. Alors naturellement, pour que des citoyens puissent s'approprier quelque chose, il y a un moment où il faut leur dire voilà les objectifs, voilà les défis, voilà ce qui attend vos enfants, vos petits-enfants et les générations à venir. Et je dis que chacun a sa part de responsabilité à assumer. Ceux qui exercent une parole dans la démocratie, qu'il soit du monde des médias, qu'il soit du monde politique, qu'il soit du monde des réseaux sociaux et de l'information, pour que naturellement nos concitoyens mesurent les enjeux. Et naturellement, pour l'élu d'une collectivité que je suis, quand on commente le petit truc du quotidien plutôt que de commenter la grande chose qui peut nous propulser vers l'avenir et nous apporter un bien-être et un art de vivre et une protection durable, eh ben c'est compliqué, c'est pas simple. Et donc c'est la culture de la pédagogie. Heureusement que quand on a le courage de réaliser, au fond, au bout de quelques temps, les gens regardent leur environnement et le meilleur livre et le meilleur média, c'est ce qu'on regarde autour de soi et c'est ce qu'on vit au quotidien. Les projets. Quand on marche sur un trottoir qui est verdi, qui est agréable, ben on se dit j'ai envie de marcher. Quand on marche sur un trottoir qui est défoncé, on se dit j'ai pas envie de marcher. Quand on circule sur une piste cyclable qui est bien aménagée, on se dit j'ai envie d'acheter un vélo et de me déplacer en vélo. Quand on est au milieu de la circulation avec des risques majeurs d'avoir un accident, on n'achète pas un vélo et on ne circule pas en vélo, etc., etc. Et je me dis que c'est au fond la manière dont on organise la vie du quotidien et la vie de la cité qui parle plus fort qu'un média. C'est la culture que j'ai compris qu'il fallait que je mette en œuvre à Nice et qui jusqu'à présent m'a donné raison. Ça ne sera peut-être pas toujours le cas, mais jusqu'à ce jour, ça a été le cas. Merci Christian Estrosi. On va poursuivre notre tour de planète. Cette fois-ci, on va aller à la rencontre du maire adjoint de Gênes, un autre port, comme vous avez dit, monsieur le maire. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir 3 ports très importants sur notre planète, Abidjan, Alexandrie, celui de Gênes. Tout d'abord, Matteo Campora, quand vous écoutez le gouverneur d'Alexandrie, qui dit que peut-être dans quelques années, et on voit bien aujourd'hui l'élévation de la Méditerranée, Alexandrie, c'est une des villes les plus fragiles, même s'il y a beaucoup de résilience, d'engagement de la part des habitants d'Alexandrie. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'une part de culpabilité, c'est-à-dire, ça a été dit, c'est-à-dire vous, les pays riches, qui avez émis beaucoup de gaz à effet de serre, Gênes, c'est un port industriel très important. Quelle est votre réponse que vous faites face à vous avec le gouverneur d'Alexandrie ? Buongiorno a tutti, tanto grazie, è una grande occasione, voglio ringraziare il sindaco di Nizza, che sono occasioni importanti queste perché ci danno la possibilità di incontrarci, di conoscerci e di scambiare delle buone pratiche. Chi ha vissuto nell'Occidente ricco, adesso il mondo è cambiato, prima la ricchezza era concentrata nel Nord America, in Europa, oggi la situazione è molto diversa. Sicuramente delle responsabilità ci sono, ma l'aspetto importante è che noi dobbiamo considerare il Mediterraneo come un'unica regione, come un'unica nazione, perché il Mediterraneo rappresenta una grande opportunità per tutti. Genova ha un grande porto e i genovesi sono un popolo che hanno sempre navigato, hanno fondato colonie in Nord Africa, in Turchia e quindi era un popolo di commercianti e un popolo di banchieri. La prima banca nasce a Genova e noi dobbiamo portare avanti questo spirito che Genova ha sempre avuto, che è quello di aprirsi, di essere aperta e di lavorare con gli altri.
La situazione non è facile e una grande responsabilità sul tema dell'inquinamento lo hanno le città, perché tra 50 anni l'80% delle persone vivrà in una città. Questo vuol dire che chi governa le città, chi ha una responsabilità politica, è davanti ad una scelta, o fare una scelta populista oppure una scelta responsabile e prendere anche delle decisioni che al momento non pagano, ma che secondo me con una strategia e con una visione di lunga durata i cittadini potranno capire. È un rischio, però è un rischio che i sindaci, i governatori, chi fa l'amministratore politico deve prendersi, perché è una responsabilità che abbiamo. E Genova da questo punto di vista sta affrontando questa sfida puntando sul cambiamento dei comportamenti dei cittadini, perché io posso avere la tecnologia, ma se il singolo cittadino non cambia i suoi comportamenti, la tecnologia non serve. E allora la prima sfida delle grandi città è quella di portare i cittadini a fare una cosa semplice, usare il trasporto pubblico, perché sappiamo che il trasporto privato è una delle fonti più importanti di inquinamento. E abbiamo attivato un'iniziativa in città da 2 anni, dove negli orari al mattino dalle 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 14 alle 16 abbiamo reso la metropolitana free, proprio per avvicinare sempre di più i cittadini al trasporto pubblico. La sfida è importante, ma in modo aperto e utilizzando il Mediterraneo e le autostrade del mare noi possiamo aiutarci a vicenda e possiamo anche un po' scontare il peccato originale di aver determinato un po' questa situazione in termini di inquinamento, e soprattutto possiamo dire alle altre nazioni cosa non si deve fare, perché noi errori ne abbiamo fatto. Merci, on peut vous applaudir, monsieur le maire adjoint. J'imagine, mais on aura certainement d'autres occasions, mais j'imagine que vous allez être réinvité par Christian Estrosi en 2025, quand il y aura ici ce sommet des océans, sommet des mers. Et j'imagine également que le port de Gênes, mais ça fera l'objet peut-être d'autres discussions, parce que notre compte à rebours, je vois, on a dépassé le temps, mais j'imagine aussi que le port de Gênes se modernise, qu'aujourd'hui il y a une électrification. Je sais que j'ai pu vous lire dans la presse internationale que Gênes a beaucoup investi en matière d'infrastructure. C'est un sujet qui aussi a fait l'objet de beaucoup d'échanges durant ces 2 jours. Sì, abbiamo avuto un grande investimento. La ricchezza di Genova è legata al suo porto e il porto per funzionare deve avere delle grandi infrastrutture. Quindi si sta lavorando sulle grandi infrastrutture, perché se io ho un grande porto ma poi non ho le strade, non ho le ferrovie, e abbiamo anche il problema di collegamento Nizza-Genova che deve essere migliorato, il porto poi non ha più ossigeno. Noi stiamo terminando il grande collegamento ferroviario Milano-Genova, e che poi porterà su in Germania, poi in Olanda, a Rotterdam. Il nostro porto è un porto che sta crescendo, ed è un porto che però deve vincere una sfida, che è la sfida dell'inquinamento. Quindi ci sono grandi progetti sull'elettrificazione, ma ci sono anche start-up, grosse aziende genovesi che stanno investendo sul catturare la CO2 prodotta dalle navi, perché il porto di Genova è dentro la città di Genova e il porto sono la stessa cosa, e quindi cosa succede quando qualcosa viene nel porto arriva poi nella nostra città. È un porto che sta crescendo, è un porto che ha quasi 800.000 passeggeri anche nel campo delle crociere, Genova è vicina alla Costa Azzurra, vicina a Nizza, e i rapporti sono sempre stati molto forti, sono forti anche legati alla presenza del mare, al santuario Pelagos, quindi al santuario a tutela di quest'area marina enorme, e noi abbiamo una grande ricchezza
quando apriamo le finestre e guardiamo il mare abbiamo una grande ricchezza, è la ricchezza dell'acqua, perché quest'acqua ci potrà aiutare quando acqua non ce ne sarà più e quando pioverà poco. E quindi uno dei grandi progetti che stiamo come città portando avanti è quello anche di un grande impianto di desalinizzazione. Genova non ha problemi di acqua perché ha i monti, ha i bacini, però pensiamo di costruire un grande impianto che possa dare acqua anche alle regioni dietro i nostri monti, quindi alla Lombardia et al Piemonte. Merci. Vous avez conclu par la ressource eau. On en a beaucoup parlé durant toute la matinée puisque c'était notre matinée consacrée justement à la mer, à l'eau, notamment tout à l'heure avec Sabrina Soussan. On va terminer justement parce qu'on a eu des très grandes métropoles, Abidjan, Alexandrie. C'est vrai que monsieur le gouverneur, vous l'avez dit tout à l'heure, Alexandrie, c'est jusqu'à l'été, c'est jusqu'à 10 millions d'habitants. Donc vous voyez la taille en matière justement d'enjeux pour ces grandes métropoles. Gênes. Et puis justement, on va terminer par la plus petite ville, mais qui est très charmante. Une ville renaissance, Cuneo, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, où on peut démarrer à visiter Cuneo en se rendant à la Piazza Galiberti. Alors, vous êtes dans le Piémont. Justement, c'était intéressant aussi d'avoir à Cuneo, vous, comment vous assistez à ces changements climatiques, comment à l'échelle de votre commune, justement, vous êtes en train d'investir pour justement montrer que Cuneo soit une commune résiliente. J'ai bien aimé ce qu'a dit aussi le maire adjoint de Gênes, qui a dit oui, on peut investir beaucoup d'argent sur les infrastructures, sur la technologie, mais il y a un enjeu important, c'est que les habitants doivent aussi changer leurs usages avec une politique très forte, volontariste. Peut-être que ça vous ressemble entre la ville de Gênes et la ville de Nice, très volontariste en matière de transport, d'offres de mobilité. Il faut que les usages et les comportements évoluent. Alors comment vous faites-vous à Cuneo aussi pour que les habitants contribuent aussi à faire évoluer leur comportement? Alors, bonjour à tous et tous. Je parle un po' di français, ma se préfère la relazione in italiano. Ringrazio il sindaco di Nizza per l'ospitalità e per questi 2 giorni molto interessanti qui a Nizza, quindi la Ville de Nice, le Métropole Nice-Côte d'Azur, la Regione del Sud e la Tribune. Allora, sì, siamo passati dai porti delle grandi città a una piccola realtà pedemontana che però negli anni ha costruito dei grandi rapporti anche con la città di Nizza. Voglio partire da un esempio concreto e riguarda nello specifico proprio la questione dell'acqua, per poi passare diciamo, agli interventi pratici di Cuneo. Ho provato sulla mia pelle diciamo, la realtà degli effetti dei cambiamenti climatici già nel lontano 2005. Nel 2005, siccome Cuneo è molto vicina alla Francia, spesso ci relazioniamo anche per attività anche magari sportive con i territori francesi ero andato a fare la selezione come soccorso sulle piste da sci per le Olimpiadi poi di Torino del 2006 e sono venuto nel territorio francese proprio sul ghiacciaio delle Deux Alpes. In quell'occasione mi resi veramente ebbi proprio la visione dell'effetto dei cambiamenti climatici, perché quando arrivavamo diciamo, con la cabinovia ai piedi del ghiacciaio, per poter mettere gli sci e cominciare veramente a sciare, abbiamo dovuto percorrere alcune centinaia di metri, perché il ghiacciaio non era più presente. La cabinovia arrivava in un diciamo, terreno in cui il ghiacciaio non era più presente. Questo è stato il primo mio impatto concreto su quello che stava succedendo e questa cosa peraltro diciamo, poi si è riflessa anche sulle nostre Alpi cunesi e piemontesi, proprio infatti anche i nostri piccoli ghiacciai e i nevai, che ormai i nevai addirittura possiamo dire scomparsi e i piccoli ghiacciai ridotti sono all'evidenza di tutti e soprattutto paghiamo questo negli anni in cui c'è una scarsità di precipitazioni. Per fare un esempio concreto, nel 2022, lo scorso anno, è stata una diciamo, stagione molto siccitosa
Il paradosso è stato che abbiamo avuto paesi alpini che si sono trovati senza acqua, perché sono proprio le precipitazioni nevose, quelle importanti per fare riserva idrica e per andare, diciamo, a rifornire le falde acquifere. E proprio i paesi alpini sono stati i primi ad diciamo, avere la conseguenza di questo evento siccitoso. Si pensa che in montagna l'acqua c'è sempre, in realtà dall'acquedotto cunese si partiva con le autobotti per andare a fornire a questi paesi che erano rimasti senza acqua. Quindi l'importanza, diciamo, delle precipitazioni in un clima normale è fondamentale per il futuro per la popolazione e per il nostro pianeta. Andando nel concreto di quelli che sono stati poi gli interventi su Cuneo, Cuneo aderisce all'Agenda 2030 con obiettivi globali di crescita economica e sociale, però sempre improntati nel rispetto della sostenibilità ambientale e della tutela del territorio. Nel 2020 abbiamo adottato il PAESC, che è il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, che impone una riduzione, diciamo, delle emissioni dei gas inquinanti, climalteranti nell'atmosfera, una riduzione del meno 40% della CO2 presente entro il 2030. E questo diciamo, si è sviluppato attraverso una strategia energetica che ha previsto appunto delle azioni concrete che si sono riversate sul nostro territorio. Per fare degli esempi concreti, siamo intervenuti andando, diciamo, a riqualificare gli edifici pubblici sia per quanto riguarda i consumi e per la produzione di energia, quindi pannelli fotovoltaici, meno dispersione di calore, dopodiché utilizziamo energie da fonti rinnovabili. Abbiamo agito anche sui trasporti, sulla mobilità urbana e sul comparto energetico. E abbiamo creato un'importante rete di teleriscaldamento. Praticamente nella città sono state tolte tutte le vecchie caldaie per il riscaldamento magari a gasolio riceviamo l'acqua calda da un'importante industria di produzione di vetro intorno alla città, che col calore eccessivo che produce alimenta questo riscaldatore d'acqua, un grande bollitore che poi porta e riscalda, diciamo, le nostre case. Poi, se ho ancora tempo, porto ancora 2 o 3 esempi concreti. Abbiamo anche questi interventi sono stati fatti sulle scuole, sugli impianti sportivi e poi abbiamo realizzato, si parla anche sempre di deforestazione urbana. Cuneo ha realizzato e abbiamo inaugurato da poco uno dei parchi urbani verdi più grandi d'Europa. Abbiamo avuto riconoscimento l'8 dicembre del 2022 a Parigi della Green Europe City Award. Cuneo ha vinto il premio per questo importante intervento di riqualificazione di un'area trasformata in un polmone verde per la città. Ho altri esempi, ma vedo che il tempo stringe, quindi mi limito. Se posso permettermi, dico solo una cosa, tengo a dire una cosa. È importante la cooperazione transfrontaliera per la lotta ai cambiamenti climatici, e Cuneo, attraverso, diciamo, i PITER, collabora con Nizza da tempo, con il parco del Marguerite e il parco de Écrin, proprio per diciamo, fare delle azioni concrete al contrasto ai cambiamenti climatici. Merci, monsieur le maire de Cuneo. Merci, on peut l'applaudir. On a vu également forte mobilisation de vos habitants, et je vois qu'à Cuneo, comme à l'échelle des grandes métropoles, vous restez mobilisés sur ces enjeux climatiques. Je ne voudrais pas que l'on croie qu'à Nice, on fait le jeûne le vendredi. Donc on va rendre très rapidement l'antenne. Mais vraiment, messieurs, je vais vous demander en 20 secondes
parce que durant ces 2 jours, les femmes et les hommes qui se sont succédés au Nice Climate Summit ont pris des engagements pour l'année prochaine. On a dit que ça ne sera pas un événement pour du blabla. Je crois que tous les acteurs vraiment ont joué le jeu en disant voilà ce que je fais, les projets, les réalisations. Je vais commencer par vous. 20 secondes, Robert Mebré-Mambé, vous êtes le gouverneur d'Abidjan. Quelle est l'action que vous souhaitez conduire cette année, sur laquelle vous vous engagez? Comme ça, vous serez réinvité l'année prochaine au Nice Climate Summit. L'augmentation de la capacité du captage du carbone à Abidjan en plantant plus de 80 ou 100 000 arbres dans toute la région d'Abidjan. Ça y est, c'est dans la boîte, c'est enregistré. 100 000 arbres de plus pour Abidjan. On peut applaudir. Monsieur le gouverneur d'Alexandrie, Monsieur Mohamed Taher Chérif, votre engagement ici en direct du Nice Climate Summit. حان الوقت تماما لنتعاون جميعا كل دول العالم لمقاومة التغيرات المناخية واتخاذ إجراءات قوية وحاسمة من جميع الدول وتقع على مسؤولية جميع الدول حتى ينجو العالم من هذه التغيرات التي هي خطر على كل العالم وليس على مدن بعينها. شكرا. Merci, monsieur le gouverneur. Pour celles et ceux qui n'avaient pas la traduction, que Alexandrie, le phare d'Alexandrie reste encore, en tous les cas, un acteur fort dans le dialogue international et justement dans la mise en œuvre et la concrétisation de ce fonds dont on en a parlé à Chemalchek, mais il faut qu'il se concrétise. Avec vous, monsieur, on peut applaudir justement le gouverneur. Et on va surveiller, nous, on va surveiller la presse économique si ce fonds se concrétise, parce que c'est important, on l'a dit, de jouer sur la solidarité sur cette bataille du climat. Monsieur, justement, le représentant de la ville de Gênes, voilà, votre engagement, vous, pour l'année future. L'impegno è quello di portare tutti i cittadini a condurre la vita quotidiana in maniera diversa, quindi al mattino alzarsi, scendere di casa, prendere l'autobus, comportarsi bene, affrontare bene la questione dei rifiuti, differenziare i rifiuti, quindi tanti piccoli comportamenti che giornalmente possono cambiare la città, perché la città può cambiare con dei buoni amministratori, ma può cambiare con dei buoni cittadini. Merci, monsieur Matteo Campora, qu'on peut applaudir. Il disait, c'est tous les jours, c'est pas une promesse, c'est un comportement de tous les jours, dès au petit déjeuner, prendre le bus. Voilà, c'est une addition de petites actions, pas de grandes révolutions, mais c'est des changements du quotidien. On va terminer justement par Cuneo. Votre engagement. Allora, ça va pas la traduzione, ma già compris. Allora, io... Un seul, hein? Ok, un impegno. Il nostro impegno forte sarà quello di continuare a sensibilizzare la popolazione a rendersi edotta del fatto che bisogna fare una marcia indietro rispetto a quello che è l'inquinamento del pianeta. Bisogna fare in fretta perché è già tardi, ma forse abbiamo un piccolo spiraglio per diciamo, fare delle azioni concrete. Le azioni concrete, come dicevo, sul territorio di Cuneo le stiamo facendo, promuovendo e stiamo facendo una bella anche attività di educazione ambientale attraverso il Parco Fluviale Gesù Stura che coinvolge dai bambini agli anziani con didattiche diverse per età. Monsieur le maire disait la question de la formation, de l'éducation, de la sensibilisation. C'est vrai qu'on en reparlera plus peut-être l'année prochaine sur ces questions parce qu'on pourrait inviter l'année prochaine notamment des sociologues, c'est-à-dire que bien entendu le principal levier, au-delà de tous les enjeux d'infrastructure, c'est chaque citoyen et donc bien entendu entendre aussi des sociologues, comment on peut agir sur les plus jeunes en matière d'éducation. Bravo, on peut applaudir justement le représentant de la ville de Cuneo. Bien, je vais bien entendu également poser la même question à Christian Estrosi. Votre engagement à vous, bien sûr, pour les habitants de la métropole de Nice et peut-être aussi pour les citoyens du monde, Christian Estrosi. Nous nous étions engagés pour 2025 à avoir baissé de 25% notre empreinte carbone. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 10%. Quand on sera à ce rendez-vous l'année prochaine, on sera à 17%. On sera sur notre trajectoire
Et puis, en même temps, je veux dire que nous aurons poursuivi avec la Côte d'Ivoire et le gouverneur d'Abidjan les choses importantes sur la pollution de l'air, comme il l'a rappelé, sur les rejets plastiques dans la lagune en faisant partager notre expérience. Nous aurons fait des avancées importantes avec Alexandrie dans ce que nous avons déposé comme base dans nos discussions. Tout à l'heure, le gouverneur d'Alexandrie sera en réunion de travail avec mon directeur des services de l'archéologie marine, qui est une des 2 directions de l'archéologie marine homologuées en France. Il y en a une d'État et il y en a une de ville, c'est celle de Nice, dirigée par Stéphane Morabito. Et enfin, dans le cadre du traité du Quirinal, nous aurons déposé les grandes bases de l'Eurorégion avec la Ligurie et avec le Piémont l'année prochaine. Merci Christian Estrosi. Avant de rendre l'antenne, je voudrais bien entendu remercier toutes les Niçoises et les Niçois qui nous ont accueillis pour ce forum de 2 jours. Vous l'aurez compris, c'est un forum dans lequel on a pu penser, mais aussi agir, parce qu'il ne s'agit pas d'être que dans les débats, mais d'être dans l'action. On a vu beaucoup de projets. Et donc, remercier également, Monsieur le maire, vos équipes, votre administration, votre équipe de cabinet qui a été très mobilisée, qui a pu travailler avec toute l'équipe de la Tribune, que je remercie, tout le service événementiel, notre rédaction. Vous remercier et vous dire, et je le dis ici, on a besoin de diversifier les opinions et que j'espère, et on est là à votre écoute avec les Niçoises et les Niçois pour progresser à votre contact et pour faire mieux encore l'année prochaine si vous nous invitez à venir, Monsieur le maire de Nice, cher Christian Estrosi. Si, mais naturellement, nous sommes en 2025 le grand rendez-vous de la planète, et quand on pense que on a commencé à écrire un peu l'histoire ensemble, comment peut-on imaginer que vous ne soyez pas nos invités l'année prochaine pour franchir cette étape ultime avant de nous projeter vers ce grand rendez-vous au service de l'humanité en 2025. Merci à vous tous.